Singapour s'approche à petits pas, à grands pas, même dans quelques jours. Et nous, on fait le point sur l'actualité de la Formule 1. On prend un petit peu de recul, comme à chaque fois, dans le Mac des pistonnés. Et qui revient avec monsieur Brice Germain, avec monsieur Hamza Ramani, la crème de ce qui se fait en Formule 1 dans l'univers tout entier. Et plus, si affinité. Ça va, les gars? Tu veux pas te calmer un peu? Non, bah franchement, il faut mettre en valeur, la qualité des chroniqueurs. Mais sur Aldebaran, on sait pas ce qui se passe. Je propose qu'on fasse un enregistrement aussi en anglais. Ah, il va retaper Sky Sports. J'avais pas pensé, tiens. Cavalier en H4. Il prépare son attaque. On dirait tu sais que Norris sur Russell au Mexique l'année dernière. C'est genre, hop, je me décale, paf, je passe et je mets mon petit Sky Sports. Mais si l'émission était traduite, sous-titrée en anglais, ce sera un carton mondial. Ce sera un carton mondial. Et on aurait Sky Sports sur le cul. Et on aurait ensuite Sky Sports sur le cul. Et puis ensuite en espagnol, parce que maintenant il y a Colapinto, faut en profiter maintenant. C'est maintenant que ça prend son envol en Argentine. C'est vrai que c'est pas du tout Alonso qu'il fallait viser à la base. Mais... Sí, yo pienso que... C'est avec le ch. Le cheveu. Yo pienso que... Il est parti 2 fois dans les rues à côté de la Bombonera, ça y est. Franco, de verdad, es un piloto un genio. Alors je veux bien le faire la séquence qui va faire le buzz en Argentine. Je veux bien le faire en italien, moi par contre. Le jour où mais Hamza ça est fait une que l'Italie, légende ça, en tu vois. Argentine, les gars du journalisme. Franchement, on aura réussi notre coup. Hamza Ramanos. Sí. Mais c'est vrai. ¿Qué piensas? Les Argentins savent pas qu'ils ont un représentant. Ils savent pas je suis qui, moi. Et pourtant, il a jamais les Mexicains, les Brésiliens, tu vois. pourtant, tu l'as jamais entendu dire un truc phénoménal sur Fangio, par exemple. Ou sur Ah oui, mais je l'ai Reutemann. pas vécu, Tu vois, Fangio, j'aurais aimé, Maradona, Alors que j'aurais Pérez, aimé, tu l'as vécu. Bah, Alors tiens. que Pérez, que... Bah tiens, j'ai un petit cadeau pour toi, moi, Hamza. C'est le bouquin de notre ami Frédéric Veil. Alors, Ça, je suis c'est pas de la désolé, passe c'est un D, petit ça. peu, Iniesta. c'est un petit peu flou. Histoire insolite de la Formule 1, 75 ans d'histoire et d'anecdotes sur les coulisses de la Formule 1. Frédéric Veil, le spécialiste sport méca du côté de chez RTL, qui est aussi en charge, bien sûr, des éditions City et qui était un garçon qui a souvent fait de la pub, d'ailleurs, au pistonné ces dernières années. Il sort ce très beau bouquin et il y a de très belles anecdotes que je ne connaissais pas sur Fangio et notamment une tentative d'enlèvement de Fangio. J'avoue, c'était quelque chose que j'ai découvert. Cadeau. Ça te permettra justement de briller du côté de l'Amérique du Sud quand tu seras un chroniqueur extraordinaire. C'est comment elle s'appelle la chaîne TYC? Ah, TIC Sports. TIC Sports. C'est une chaîne qui me C'est régale. important. C'est important. En fait, ça me fait rire parce que Hamza, vous le connaissez comme il est là, c'est-à-dire toujours sérieux à dire moi je suis comme ci, je suis comme ça, le journaliste fait un truc honnête, il a des principes de fou et il y a des petites parcelles qui existent comme ça, l'Olympique de Marseille, les Sud-Américains, où il part en live-os mais un truc de fou furieux. Faut l'avoir vu notamment au CC. Il y a que mon cercle privé qui connaît ça. Alors, tu sais quoi, je vais raconter une anecdote. C'est le mercredi, on peut. Vas-y, c'est Je vais raconter une anecdote. Ça se passe. Je sais absolument pas de quoi il va parler. Oui, ça me fait peur. Ça se passe en février 2020. Nous sommes avec Hydro, Despiello, Hamza et moi à Barcelone. Et le soir, on est à l'appartement à Pineda de Mar. Ah, ce fameux. Et c'était la sortie de la série Netflix. Ouais. Ce La jour-là. première saison de Drive to Survive. Non, deuxième. Ah Non, oui, ça y est. troisième même. Je pense savoir. Et ouais, du coup, avec Pierrot et Hydro, on se mate, je pense, 6 épisodes parce que du coup, comme ça sortait avant le dernier jour d'essai, Tout à fait, ouais. on voulait quand même être informé de ce qui sortait pour voir un peu l'ambiance du paddock le lendemain. Et du coup, on se dit, mais on va se mater ça à 4. On s'arrête au McDo, on prend un bouffer. En plus, comme ça, il n'y a pas pu bouffer de la journée au circuit. On va chercher de la bouffe et tout. On arrive à l'appartement, on lance Netflix. Et lui, au bout d'une demi-heure, il dit rien. Tu connais Hamza, dans ces moments-là, quand tu pars en voyage avec lui, des fois, il dit rien, il part tout seul. Il dit rien. D'ailleurs, si vous voyez le vlog de Pierrot, il y a plein de moments où il est tout seul, il s'en va, il dit Je rien. ne voulais pas vous déranger, vous faire mettre pause, etc. Il dit rien, il quitte la table, pas un merde, pas un merci, pas un bonjour, pas un au revoir. Il va dans sa piole et on sait pas pourquoi. Et nous, tu vois, on est sur la série Netflix, on se marre et tout avec Pierrot et Hydro. Et on sait pas pourquoi il s'est barré encore une fois. Et d'un coup, dans la chambre, on entend un oui comme ça. Et des fois t'entends ah ta mère comme ça, oui oh comme ça, et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, et du coup il se passe 45 minutes, tiens bizarrement Il y a un match de Tigres. il sort non il sort, il fait ça va ou quoi, et en fait on se dit mais pourquoi tu t'es barré, bah il y a le match de l'OM. Je me souviens, c'était un Nîmes-Marseille et je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, Benedetto marque, je crois, il met un triplé, je crois, ça finit en...
Mais du coup, ça me tue parce qu'en fait, il dit rien, il se casse, il va vivre son intimité. Ce qu'il comprend pas, c'est que les murs à Pineda de Mar sont beaucoup moins épais qu'à Suresnes, par exemple, tu vois, parce qu'il fait chaud. Et il hurle, il vit son truc à fond. Et quand il revient, il redevient le flegmatique. Et il faut juste trouver les petites parcelles de sa vie qui vont l'enflammer. Et ce n'est pas celui que vous connaissez, voilà. Mais c'est pour ça qu'on l'adore aussi. Bon, après, ceux qui étaient allés au Grand Prix de France 2022. Non, 21. Baba Tchako! Ouais, il y a ça. Ah, mais ça, c'était pour la caméra, ça, je savais. Il est à fond. Non, même sans. Dans la loge, il était tout sauf un mec de loge à ce moment-là. Moi, je vous invite à revoir un très beau reportage sur Esteban Ocon au Grand Prix de France 2022. Ouais, c'est 2022, c'est ça, je crois. Ah oui. Mais quand tu hurles à la fan zone. Ah oui. Esteban! Comme par hasard sur un prénom un peu à consonance hispanique, tu vois. On était son côté sud-américain. On était payé pour ça. Par la FOM? Non. Ne réglez pas vos comptes. pas avec trop de monde. Gardez-en pour les autres émissions. On aura beaucoup de choses à raconter. Mais j'en ai plein sur Hamza comme ça. Je peux vous faire la chronique d'Hamza qui s'enflamme. Je peux en faire 15 des comme ça. Et ben Hamza va s'enflammer parce qu'on va parler tout de suite de Formule 2, les gars. On va faire un petit débrief quand même de ce qui s'est passé du côté de Bakou. Ce qu'il faut retenir de Bakou, je vous ai mis 3 entrées, 3 points, et vous me dites ce que vous avez retenu vous. Déjà, Isaac Hadjar qui perd la tête du championnat à 2 courses de la fin, la guigne et la pénalité surtout qui ruine son week-end. Bortoletto qui reprend la tête pour 4 points et demi. D'ailleurs, on fait souvent le parallèle entre Isaac Hadjar et Alain Prost. J'espère qu'il va pas perdre ce titre pour un demi-point. Hein. Je veux pas lui porter l'œil. Il sait qu'on est bien sûr derrière lui. Un podium pour Victor Martin, ça va quand même mieux pour Hart, pardon, et notamment avec cette P2 le dimanche. Et puis l'effroyable crash en course principale qui nous a fait froid dans le dos et qui heureusement, a couché d'un miracle. De quoi vous voulez parler, les gars, concernant ce week-end de F2? Il y a beaucoup de choses, donc s'il faut choisir, vas-y, je te laisse commencer. Je vais être très bref. Moi, je vais parler d'un truc que t'as pas cité, mais qui découle de la performance d'Isaac, c'est la stupidité de cette pénalisation. Ah bah si, j'en ai dit, la pénalité qui ruine le week-end. Oui, mais du coup, stupide. En fait, Isaac et Pépé Marty prennent une pénalité de 5 places parce qu'ils provoquent un drapeau rouge. Non, que Isaac. Parce que c'est Isaac qui le provoque. Oui. Parce que Pépé Marty ne le sort juste après. Marty arrive derrière au même endroit. Isaac prend donc une pénalité de 5 places sur un problème mécanique, une rupture de frein à l'arrière, puisque à l'avant ça bloquait, donc je pense que c'est à l'arrière qu'il y avait un problème sur les freins de. C'est un problème mécanique. Isaac Hadjar. C'est un problème mécanique qui n'est donc pas du fait du pilote et qui provoque un drapeau rouge. Je veux bien qu'on veuille éviter les stratégies où quelqu'un fait un temps et derrière provoque un drapeau rouge pour stopper la séance de qualification. Genre Nico Rosberg à Monaco en 2016. Par exemple. Et encore une fois, si cette règle existait en Formule 1, Charles Leclerc aura peut-être moins de pôles. Parce que c'est arrivé quelques fois, notamment à Bakou et à Monaco. Cela dit, j'étais très content qu'il y ait ces pôles-là, à des moments où Ferrari t'aimes bien n'était pas Charles Leclerc, capable. toi? Ouais, c'est étonnant, parce que j'ai lu les commentaires du débrief du Grand Prix d'Italie, je me suis posé et si vous voulez, je peux également vous envoyer la demande que j'ai fait à BS Design pour mon nouveau casque, où effectivement, il y a des demandes de ressemblance, en tout cas d'inspiration de celui de Charles Leclerc. Donc, monégasque. J'adore Monaco, j'adore Charles Leclerc, et personne s'en rend compte, c'est un truc de fou. Mais bref, c'est pas grave. Tout ça pour dire que cette pénalité, je la trouve stupide parce que c'est pas la faute du pilote et que du coup, si Isaac n'avait pas eu cette pénalité, je pense qu'il aurait pu finir dans les points peut-être même en sprint, parce qu'il termine pas loin en sprint, termine pas loin en principal. Je trouve ça stupide de doublement pénaliser. En plus, tu pénalises 2 fois sur la grille. C'est même pas que la sprint, c'est même pas que la principale. C'est les 2 courses, tu es pénalisé. Bref, c'est stupide. Par exemple, Gabriel Bortoletto, quand il se crash, c'est de son fait à Monza. Lui, par contre, il gagne à Monza grâce à des circonstances de course. Là, c'est pas son fait à Isaac, et on le pénalise encore plus que ce que la qualification, du coup, le pénalisait. Bref, ça m'énerve, c'est tout. En fait, c'est l'interprétation de la règle. Voilà, c'est l'esprit. C'est comme d'hab, de toute façon. Tu arrives dans une configuration où cette règle a été créée justement, comme tu le disais, pour empêcher les Rosberg 2016, les Schumacher, la Rascasse, même si lui, finalement, il a été pénalisé. Mais effectivement, un pépin mécanique, tu es pas pour grand-chose. Donc, c'est vrai que je ne comprends pas la pénalité. Le pilote est déjà pénalisé par ce pépin mécanique. Je trouve sévère, et là c'est vrai qu'on en parle parce que c'est Isaac, et on va être très honnête, si ça avait été Pépé Marty, peut-être qu'on n'en aurait pas parlé. C'est vrai aussi, ouais. Mais la vérité, c'est que cette règle qui sur le papier, moi je trouve plutôt intéressante, faut aussi voir comment l'utiliser. Et un pilote qui provoque un drapeau rouge, c'est un pilote qui se crash Leclerc-Bakou il y a quelques années.
Là, ok, tu peux entendre que drapeau rouge, c'est lui qui le provoque, c'est son erreur. Là, sur un problème mécanique, il n'y est pas pour grand chose. Mais surtout quand Bortoleto le provoque pas parce que c'est Monza et que t'as des dégagements et que t'as des bacs à gravier, tu vois. Si les met il y a un mur à ce moment-là, Bortoleto il le provoque le drapeau rouge. Non, mais surtout c'est peut-être pas la même limonade. en 2024, il y a une compétition majeure qui est extraordinaire, qui nous a encore régalé d'ailleurs ce week-end, qui s'appelle le WEC, le championnat du monde d'endurance, qui applique une règle qui est très simple, c'est que si vous provoquez un drapeau rouge lors d'une session qualificative, non seulement votre temps est annulé, vous êtes en bas de la feuille de la liste des temps, et derrière vous pouvez pas reprendre la piste pour assurer quoi que ce soit. Donc pourquoi on n'a pas une homogénéité dans l'application de cette règle, c'est-à-dire qu'on prend la règle aujourd'hui du WEC, on l'applique en Formule 1, en F2, parce que c'est pareil, cette règle elle existe en F2, elle n'existe pas en Formule 1. Bref, il y a quand même un souci de constance qui moi me pose question et problème, et on voit d'ailleurs que en WEC ça marche très très bien l'application de la fameuse règle dont je vous parlais. Les gars, inquiets pour Isaac Hadjar. J'ai envie de faire un appel à tous les marabouts de France, je le dis avec le sourire mais ça commence à m'énerver un petit peu. Mobilisez-vous pour Isaac, parce que non mais on le dit en blaguant, mais la saison, ce manque de réussite, Paul Pogba n'a plus besoin de vous. Non mais oui, ou alors Paul, donne-nous le numéro, parce qu'apparemment ça a bien marché sur Kylian Mbappé. Non mais sérieux, franchement, la saison d'Isaac Hadjar, elle peut être cauchemardesque. C'est fou que moralement ils soient encore là d'ailleurs, Isaac. À minima, Helmut Marko s'en rend compte. Il reste 2 courses et c'est le plus important. 3 Il y a une Qatar et Abu Dhabi. Il y a 2 mois au milieu. Il y a eu la déclaration d'Helmut Marko justement sur la F2 et on a l'impression que les critiques commencent à arriver aussi sur ce championnat, sur les différences mécaniques, de fiabilité selon les écuries, Je sais que chez Red Bull, on fait pas une analyse Wikipédia pour savoir si un pilote est bon ou pas. Donc de ce côté-là, je me fais pas de soucis. Après, c'est vrai que ce serait cruel de perdre un championnat de cette manière. Moi, la vérité, ce que je souhaite sur ces 2 dernières courses, c'est qu'il n'y ait pas de problème mécanique pour Isaac Hadjar, pas de problème mécanique pour Bortoleto, pas pour Paul Aron, pour Maloney qui revient mine de rien, parce que je crois qu'il est même passé devant Paul Aron. Voilà, et que ça se joue à la régulière, sportivement, quoi. Voilà, le meilleur gagne, le meilleur est champion, en espérant que ce soit Isaac, et puis basta. Et Durksen finit à 40 secondes d'avance parce qu'il a 850 chevaux. D'ailleurs, tu l'as pas signalé, je terminerai par ça. On a eu aussi des nouveaux pilotes, donc ceux de F3 qui ont été promus et Gabriel Emini. Enfin, d'ailleurs, globalement, Mansell, les pilotes de F3 qui sont arrivés en F2, plutôt intéressant. Donc on a le passage F2 F1, mais le passage F3 F2 aussi, on voit des pilotes capables tout de suite de performer. Plus simple avec moins de grip parce que pas une voiture à emmener à la limite et du coup beaucoup plus de retenue, mais quand même. Bien sûr, là c'est l'aspect psychologique que j'ai envie de lever plus que l'aspect de performance. Et pareil, on en parle de ces monoplaces en crabe là où Gabriel Emini et de Christian Mansell, à course sprint, je sais plus, qui roule avec la voiture qui va de travers et il roule vite. J'ai pas compris ça. Peut-être des choix de réglage. Ça me rappelle Leclerc qui va plus vite sans son aileron avant au Mexique l'année dernière. Et quand même, faudra, parce qu'on parle beaucoup d'Isaac Hadjar dans cette saison, faudra quand même souligner la deuxième partie de saison aussi également de Victor Martin. Ça va mieux quand même pour ce Grand Prix. Oui. Il rentre beaucoup de points. Et là, encore une fois, on pourra être frustré, je pense, lui à la aussi, fin il est de guignard, cette saison. Ah non, c'est franchement, c'est terrible. Totalement. Franchement, c'est terrible parce que le regard, tu inverses, on va dire, la première partie de saison et la deuxième partie de saison, ça aurait peut-être pu compter, enfin, j'ose imaginer, même si c'est Flavio Briatore qui prend les décisions, ça aurait peut-être pu compter dans le destin. Ça n'aurait pas compté. Oui, t'as raison, Ça n'aurait pas compté, mais malheureusement, Victor, lui, il a été victime du manque de performance en début de saison. De sa Hart, comme chez Prema, Antonelli. Bizarrement, elles sont où les critiques sur Antonelli? Elle est la caméra. Antonelli, on en pense quoi maintenant? Antonelli, Berman, pareil, en début de saison, ça a été compliqué. Je regarde la caméra, je peux regarder Brice Germain. Antonelli, on en pense quoi maintenant? Mais pourquoi? Non mais vraiment, retrouve quelque chose. Non mais retrouve quelque chose où je dis réellement du mal d'Antonelli. Non, t'as pas dit du mal, mais alors on a pris le classement au championnat pour. D'ailleurs, petite anecdote, je crois qu'Oli Berman, il a le même positionnement au classement en F1 qu'en F2. Bah non, mais il est même plus haut en F1. Avec deux points, vérifier. peut-être pas. C'est quoi? On va checker ça de suite. Oli Berman, il est 16e au championnat du monde de Formule 1 et Oli Berman, il est 15e en F2. Ah, mais pendant longtemps, il était devant, il est plus doué. Voilà. Okay. Voilà les amis, en tout cas pour ce point. Il a un point de Pierre Gasly. Il a un point de Pierre Gasly au championnat. Et ce point humour avec Hamza Ramani qui nous régale décidément dans cette semaine. C'est Singapour qui arrive. Ça, c'est Singapour qui arrive. Je sens que Hamza est inspiré par cette étape qu'il aime énormément. On passe au débat, les gars. On va parler de McLaren, de la gestion du casse-tête qui, pourrait être sous la visière et la casquette de monsieur Zak Brown. Tout de suite, le débat McLaren. Piastri, Norris, comment gérer ces deux
C'est 2 pilotes. Petit jingle et puis on y va. Après le pire lancement de l'histoire des pistonnets, on va quand même rentrer dans le vif du sujet avec un débat qui nous intéresse. On va le traiter en 2 temps, les gars. On va le traiter sur le premier temps qui va être l'aspect 2024, les consignes qui ont été annoncées du côté de chez McLaren eh bien en début de week-end du côté de Bakou. Et puis, on va essayer de se projeter pour la première fois sur l'avenir de ce line-up et notamment une saison 2025 qui s'annonce d'ores et déjà explosive. Les consignes, les gars. On ouvre tout de suite ce premier sujet. On rappelle qu'après les déboires rencontrés par McLaren et Norris en Hongrie et en Italie, eh bien, ça a été annoncé par Andrea Stella du côté de Bakou. Désormais, Norris sera favorisé par le team pour lui permettre justement de lutter avec Max Verstappen. J'ai 3 questions qui se posent à partir de là. Est-ce que cette décision n'arrive pas un petit peu trop tard? Pourquoi McLaren a autant attendu? Et ont-ils déjà perdu le titre pilote? Voilà les amis, l'entrée de ce super menu. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce, on va dire, de McLaren? Alors oui, ça arrive tard et en même temps, en fait, maintenant, on est en m'étant laissé influencer par Jérémy, parce que je suis très influençable. Et on va l'entendre dans quelques instants. Ouais, je suis très influençable. C'est pour ça que tu détestes Leclerc. Exactement. Je déteste Charles Leclerc, mais tellement au plus haut point, c'est fou ça. Je me rends même pas compte moi-même. Je pense que c'est trop tard, mais que c'est légitime que ce soit trop tard. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui peuvent donner à McLaren l'idée de penser que peut-être que leur bébé est pas forcément celui qui sera le meilleur à maturité. Et que, du coup, on s'est peut-être dit mais est-ce qu'il faut vraiment qu'on mette Oscar Piastri dans cette situation-là quand on travaille avec Lando depuis tant de temps et que on n'est pas certain que face à un Verstappen même en difficulté, Lando puisse avoir la régularité et la froideur que ce que Oscar a pu nous montrer jusque-là. Je pense que mathématiquement, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient une erreur, mais qu'en fait, dans l'impression que les 2 pilotes leur laissent, peut-être que ça a pris du temps parce que... Et qu'Oscar Piastri était loin, mais pas tant. Qu'Oscar Piastri, dans ce qu'il démontre, dans la froideur et dans l'exécution, peut-être qu'ils pensent avoir plus de garanties à minima à terme. Et qu'avec le management de Mark Webber, qui n'acceptera jamais que sur le long terme, Oscar Piastri soit un numéro 2, on a peut-être essayé de ménager la chèvre et le chou dans un moment où il faut prendre des décisions claires et tranchées pour aller jouer un titre pilote. On s'attendait pas à le jouer. Et à partir du moment où il a fallu le jouer, on a peut-être pris un peu de retard. Je remets presque en question le choix de la Hongrie, en me disant, à partir de là, il fallait, comme dirait Raphaël Glucksmann, un cap clair. Et à partir de là, pourquoi on n'a pas... Ouais, je pas le menu d'un coup. Pourquoi on s'est pas dit... on sent qu'on a une voiture qui commence à arriver, il va falloir qu'on sacrifie Oscar. Mais par contre, il fallait le voir avant la course. Et à partir du moment où tu mets Oscar dans cette situation-là, que du coup tu mets Norris en attente d'un retour, que Oscar Piastri, lui, du coup se dit « Ah oui, mais du coup si je gagne des courses, je peux jouer le titre ». Il se retrouve dans cette situation qu'ils n'ont pas eu à gérer depuis 2007. C'est vrai. Et avec pas ces hommes-là. C'est vrai. Andrea Stella, certes, a quand même l'expérience des grands pilotes. Zach Brown, non, pas l'expérience du haut niveau. Et à partir de là, il y a quand même je pense qu'il y a des questions qui se sont posées et ces questions prennent du temps et des points au championnat. Je te laisse répondre, Hamza, tout de suite, mais l'avis de Brice rejoint celui de Jérémy, et notre ami F1 à la loupe, qui justement réagissait dans l'émission Pole Position. C'est 2 minutes concentrées, mais 2 minutes où il va falloir surtout rester concentré, parce que vous allez voir, c'est plutôt très très dense. On écoute son avis et on réagit justement juste après. Donc c'est pas qu'ils vont pas assez loin dans le soutien à Norris, c'est qu'ils ne sont pas assez clairs. Et je trouve qu'il y a des manières tout aussi claires et tout aussi politiquement correctes de dire on va prioriser ce pilote par rapport à l'autre, comme on l'a dit après Spa en 2007 quand Kimi Raikkonen s'est imposé devant Felipe Massa. C'était clair, net, précis et sans bavure. Pourquoi ce genre de déclaration? Honnêtement, je comprends pas. Alors derrière, tu peux avoir plusieurs théories. Il y a
La théorie Nico Rosberg, il y a 2 semaines, Nico Rosberg, après Monza, nous explique qu'il y a une clause dans le contrat d'Oscar Piastri, managé d'ailleurs par Mark Webber, qui sans doute a de très mauvais souvenirs des consignes d'équipe, qui disait en gros, tu ne subiras pas de consignes d'équipe au sein de ta propre écurie, donc c'est peut-être ça. Honnêtement, j'en sais rien, je ne suis pas un insider, peut-être que vous avez l'info, mais moi c'est pas mon cas. Moi, ma conviction profonde, peut-être, et l'un n'empêche pas l'autre, ça veut dire que la première théorie peut être vraie quand même, mais ma conviction profonde, c'est que dans le fond, symboliquement, pour moi, McLaren ne croit pas autant en Norris qu'il croit en Piastri. Moi, je suis persuadé de ça. Et je vais même aller plus loin, je pense que même s'il favorise judicieusement ou même indirectement Lando Norris d'ici la fin de saison, je suis persuadé que c'est la dernière occasion pour Lando Norris de se battre pour un titre chez McLaren. Carrément. J'en suis persuadé. Parce que je vois une vraie mue de la part d'Oscar Piastri depuis 5, 6, 7, 8 courses. Je pense que sa marge de progression est supérieure. Il y a 15 pour 10. Je suis persuadé, j'ai l'intime conviction que Piastri est meilleur que Norris. Je le dis cash, mais moi, c'est ma conviction. Et l'année prochaine, je pense qu'on va avoir un autre pilote et un autre type de mano à mano et un autre type de problème au sein de l'écurie McLaren. Mais qu'à partir du moment où tu te dis, ok, Piastri, c'est sans doute le gros lot quand même, est-ce que tu as envie de le griller comme ça auprès de Norris ? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Peut-être que tu es un petit peu plus frileux à le faire. Peut-être que du coup, tu es un petit peu moins clair dans tes consignes qui visent à soutenir Norris. C'est possible. Là, on n'est que sur des supputations, mais moi, ma conviction, c'est que Piastri a plus de potentiel que Norris et que chez McLaren, on le sait. Brillant, monsieur Loup. D'ailleurs, j'ai hâte qu'ils viennent sur ce plateau débattre un petit peu avec vous deux, les gars. C'est quelque chose qu'il faut organiser absolument cette saison 2024. Comment tu te situes ? On a entendu l'avis de Brice, on a entendu l'avis de Jérémy. 2 avis qui se rejoignent. Un point de bascule dans cette saison 2024, dans la gestion, bien sûr, de ce duo de pilotes. Comment tu te situes, toi, Hamza ? Il y a un point qu'il souligne, je m'étais pas forcément fait cette réflexion-là parce que je m'étais pas mis en tête, mais il a totalement raison, en fait. À mes yeux, et je le rejoins totalement, 2024, c'est la dernière année où Norris joue le titre. Mais non, mais c'est vrai que je suis même pas allé en position numéro 1, tu veux dire ? Chez McLaren. Oui, mais l'année prochaine si la McLaren est bonne. Hein. Oui, sauf que son coéquipier, ce sera Piastri. Et c'est vrai, en fait, je m'étais pas rendu compte qu'à quel point cette saison-là pour Norris, c'est peut-être la chance d'une vie. Et c'est peut-être son unique opportunité de gagner chez McLaren et peut-être même de gagner tout court un championnat du monde, même s'il est coté aujourd'hui. Et je dis pas encore une fois je répète, mon avis sur Norris, c'est un très bon pilote, mais il n'a pas encore cet instinct de tueur qu'a déjà Piastri. Et ça, c'est, je pense, quelque chose que tu n'as pas. Il l'a eu à Zandvoort quand même. Hein. Oui, mais Zandvoort, c'est une course sur 130. Non, mais 130 environ, 120, 130, 140. Moi, mais c'est vrai qu'il souligne un point extrêmement intéressant et important, parce que pour le reste, je le rejoins. C'est vrai que McLaren, aujourd'hui, ça me semble pas inenvisageable de penser que McLaren songe à l'avenir en se disant, aujourd'hui, Piastri semble plus taillé, ce qu'il nous a montré en 35 courses environ, ça me semble plus accessible de prétendre après cette saison 2024 à un titre mondial avec Oscar Piastri qu'avec Lando Norris. Après, l'histoire du management, c'est ce que je disais il y a 2 semaines. Mark Webber, il a tout connu en Formule 1. Il a connu la lutte pour le titre mondial, le fait d'être rétrogradé numéro 2. S'il y a bien une personnalité, et on l'a vu avec la gestion Piastri chez Alpine, s'il y a une personnalité, et il l'a déjà prouvé en tant que manager dans le monde de la F1, qui est capable de faire, de négocier ailleurs, de faire sauter le contrat, parce qu'ailleurs on lui promet quelque chose de plus intéressant, il le fera. McLaren aujourd'hui, je pense à une politique qui, mine de rien, est peu enviable, en l'occurrence où je les sens tenus par le management de Mark Webber et d'Oscar Piastri. Si jamais, contractuellement, il y a une clause, ce que je disais il y a 2 semaines, c'est réglé. C'est là qu'ils l'auraient accepté, c'est-à-dire qu'ils auraient senti le coup que Piastri était un crack et possiblement leur futur numéro 1 pour accepter une clause pareille avec un rookie. Non, ou que Weber mette cette clause et que McLaren au début, lorsque McLaren signe Oscar Piastri, j'imagine été 2022, peut-être qu'à ce moment-là on se dit pas aussi rapidement Piastri performera, aussi rapidement nous on aura la monoplace pour jouer un championnat. Donc là aussi il y a une considération de timing qui à prendre en compte maintenant. Peut-être qu'aujourd'hui, pour en revenir sur l'aspect politique, McLaren
est obligé de considérer Oscar Piastri dès aujourd'hui comme au moins un numéro 1 bis ou deux numéros 1 à titre égal de Lando Norris, parce qu'ils ont une crainte de perdre l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, Oscar Piastri qui voudrait quitter McLaren parce qu'il ne se sent pas considéré à sa juste valeur par McLaren. Et que tout le monde le voudra. Exactement. Et je pense, au même titre que Verstappen, au même titre que d'autres. Ce qui n'est pas forcément le cas de Norris. Je pense qu'aujourd'hui, McLaren aurait beaucoup plus à perdre si Piastri quitte l'écurie que si Norris quitte l'écurie. Donc aujourd'hui, il faut absolument sécuriser Oscar Piastri. Et encore une fois, je le disais, les 10 dernières courses, c'est lui le leader au championnat. Il est en train de prendre une dimension après une saison et demie, ou même pas une saison et demie pour le début de cette statistique. Parce qu'on rappelle quand même que Miami, la victoire de Norris, il y a la circonstance de course de voiture de sécurité qui sort pas au bon endroit, ce qui permet à Norris d'être devant, etc. Mais c'est une histoire de timing, parce que si on inverse Norris et Piastri et que Piastri s'arrête 2 tours après, c'est Piastri qui est en tête. On a tendance à oublier que Miami... Lando Norris, il a toutes les évolutions. Piastri ne les a pas. Il avait la moitié des évolutions. Toutes les évolutions depuis l'arrivée de Piastri, c'est Norris, et c'est normal. C'est Norris qui les prend en premier. C'était déjà le cas l'année dernière. Il y a une sprint, Norris. Autriche, Piastri l'année dernière. Autriche, les évolutions, c'est Norris qui les récupère. Singapour, je crois que c'est Singapour la deuxième grosse évolution. C'est aussi Norris qui les récupère. Quand on faisait le bilan comptable, qualif, il y avait peut-être un tout petit écart. Je rappelle que Singapour, il y a le crash de Stroll qui met un drapeau rouge et élimine Piastri en Q1. Je rappelle que là, si Miami, on inverse le 25, parce que Piastri du coup il prend 0 points à Miami, si c'est 25 points pour Piastri et Norris en prend 12 ou 10, il n'y a pas 30 points d'écart. Aujourd'hui, il y en a 15. Rentrons pas dans les 6. Donc voilà, après, non mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des circonstances qui font qu'aujourd'hui chez McLaren, il est légitime de penser que Oscar Piastri, c'est celui qui te permettra de gagner des championnats à l'avenir. Donc il faut le protéger. Mais je vais me te dire que la consigne, elle arrive aujourd'hui de manière tardive parce qu'on a vu après Bakou que Oscar Piastri est revenu à une 20aine de points aujourd'hui de Lando Norris. Est-ce qu'ils ne vont pas la regretter cette Il y a consigne 91 de Verstappen, qui doit être à une grosse trentaine. 30, il a 22 points derrière Lando Norris, Oscar Piastri. 222 pour 254. 32, pardon, excuse-moi, oui. Oui, c'est proche. C'est proche, mais en fait, dans une circonstance normale, 32 points, tu mets pas de numéro 1, numéro 2. Et là, la circonstance, c'est une remontada tentée par McLaren. Donc, du coup, tu peux pas... 2 points, c'est presque déjà trop, ou 4 points, c'est déjà... j'exagère. Chaque point est important. Voilà, donc du coup, ces 20 points-là, ou 30 points-là, on les a pas calculés de cette manière-là avant de se dire, en fait, on change d'objectif parce que le constructeur, on devrait pouvoir être à la lutte à la régulière. Par contre... le pilote, on va le tenter. Mais ça, c'est une faute. Non, moi je suis même pas sûr l'avoir vu trop tard, tu veux dire. Je suis même pas sûr que McLaren ait compris rapidement qu'il y avait quelque chose à jouer au championnat pilote. Alors moi c'est justement ça. Oui, mais ils l'ont compris à Monza, j'ai l'impression. C'était là-dessus que je voulais revenir sur les épisodes Hongrie et notamment Monza. J'ai la sens. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans la surinterprétation, c'est-à-dire que McLaren est focus sur l'objectif long terme, ne pas brusquer comme tu l'as très bien dit Oscar Piastri, et surtout l'objectif court terme qui est le classement des constructeurs, en faisant fi complètement du classement pilote d'une certaine manière, parce que j'entends ce que tu dis, il ne faut pas froisser Piastri, il faut froisser Weber aussi. Oui, froisser Weber, il faut le respecter pour lui donner envie de rester avec nous, mais quoi qu'il arrive, il a un contrat moyen long terme, Oscar Piastri, dans mais déjà si jamais il peut garder un pilote qui veut partir. Surtout quand c'est Piastri, non, parce qu'au final, si Piastri s'annonce sur le marché des transferts, un contrat se casse, un contrat se rachète. Enfin là, on va partir sur une nouvelle dynamique avec beaucoup de changements dans tous les top teams. Tout est possible. Non, mais bien sûr, mais tout est possible. Oui, mais on sait jamais, Red Bull, Verstappen, on n'est pas à l'abri qui quitte. On a bien compris que le duo Weber-Piastri, s'il y a un truc qui les emmerdait, ça les dérangeait pas de se barrer. Hein. On l'a bien compris le 31 juillet 2022. Enfin, nous, de balancer un communiqué froidement. Mais oui, mais on l'a bien compris. Et en fait, j'ai compris que sans mon accord. I understood that. Ouais. Mais non, mais. On est tranché dans le vif. Non, mais on en revient. Mon Dieu, pauvre Esteban. Non, mais on avait fait un parallèle à l'époque de la signature de Piastri chez McLaren. Enfin, moi, je l'avais fait en tout cas. Et puisqu'on est sur First Team, on peut encore plus le faire. Avec Kobe Bryant, qui se fait drafter. Alors, Polo, si jamais tu peux me dire, je crois que c'est Charlotte Hornets à l'époque, qui le draft. Et lui, direct, fait non, mais moi, je veux aux Lakers. Et à ce moment-là, on se dit, mais quelle insolence. Sauf qu'après, quand tu regardes la carrière, mais en fait, ces insolents-là,
Ils ont raison de l'être. Parce que, en fait, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils valent, ils sont politiquement bien entourés. Et à partir de là, c'est pas un Lando Norris, bébé McLaren, futur crack de McLaren, qui va lui faire peur à un moment donné. Piastri, je le répète, il a le respect de cette notion d'irrespect qu'il doit avoir pour être sacré. Lewis Hamilton l'a été avec Fernando Alonso. Ces mecs-là n'ont pas hésité à aller abattre le père dans ces moments-là. Et McLaren, je trouve, est lucide en se posant la question. Maintenant, encore une fois, quel est l'objectif de McLaren ? Être champion du monde des constructeurs pour 2024. Oui, mais il me semble quand même qu'ils ont compris qu'il y avait un autre truc à aller chercher et que ce truc-là, ils l'ont compris dans un instant de flottement qui fait que les 7 courses gagnées par Max Verstappen en début de saison ne leur permettent pas de faire un choix basé sur de la statistique. Ils doivent faire un choix très pragmatique, pardon, c'est de l'impression. Il doit faire un choix très pragmatique en se disant si la monoplace a le potentiel d'aller retourner la situation et de nous offrir un titre pilote avec Lando Norris, parce que Lando Norris est mieux placé au championnat, nous devons faire ça et nous devons expliquer à Mark Webber, à Oscar Piastri que là, dans cette optique-là, il va peut-être falloir qu'Oscar aide Lando sans pour autant que ça ne décide de quoi que ce soit en 2025. Ménager la chèvre et le chou. Voilà, sauf qu'ils sont pas dupes. Si Lando Norris est champion du monde en 2024, est-ce que tu peux définitivement mettre un statut à plat en 2025 quand officiellement un mec a gagné un titre pour toi en 2025 ? Et à partir de là, Oscar Piastri est étiqueté. Exactement, Piastri n'a aucun intérêt à ce que Norris soit champion du monde. Aucun. Bien sûr. Et à partir de là, oui, peut-être même qu'on a accepté chez Piastri en se disant que peu importe l'aide qu'on lui accorderait, il n'y arriverait pas, Lando Norris. C'est un peu ce que je me dis. Parce que, encore une fois, l'étiquette de champion du monde pour attaquer 2025, elle handicape considérablement Oscar Piastri. Et puis l'ironie du sort, c'est que c'est Lando Norris, quelques jours après l'officialisation de ces consignes, qui en fait a aidé Oscar Piastri à l'emporter. On en a parlé lors de l'excellent débrief que je vous invite bien sûr à retrouver. Encore une fois, si dans l'accord il y a ce côté où si on est proche l'un de l'autre et qu'on ne joue pas aux victoires, on swap, c'est juste, c'est faire, tout va bien. Par contre, si dans l'accord par exemple il y a si Oscar est devant et que tu ne peux pas l'atteindre, tu dois l'aider. Peut-être que là, effectivement, c'est bien négocié de la part de Piastri. Ok, je vais bien aider Lando, mais à ce moment-là, il m'aide aussi. Et en l'occurrence, ça marche. Mais encore une fois, comme sur la fameuse clause dont tu nous avais parlé il y a 2 semaines. J'en sais rien, c'est une supposition. Non. C'était une supposition de Nico Rosberg et de Will Buxton, qui sont quand même des gens qui savent à peu près, qui savent à peu près de quoi ils parlent. Ouais, mais Will Buxton, c'est aussi le président de l'association 2024 World Championship by Lando Norris. Donc, non, mais hâte de voir Netflix. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'avis depuis que cette théorie a été développée. Il y a beaucoup d'avis de gens qui disent c'est normal, Mark Webber il a connu le statut numéro 2 au sein de Red Bull et se fait ratatiner par Vettel politiquement au sein de l'écurie. Mais ça prouve quand même, si McLaren, qui est quand même une institution en Formule 1, accepte ce genre de choses, c'est qu'il y a peut-être l'intuition déjà, comme tu le disais, d'un plafond de verre beaucoup plus éloigné, on va dire, pour Oscar Piastri vis-à-vis du talent. Quand Senna arrive chez McLaren, politiquement, il emporte McLaren avec lui. Parce que, et c'est bien ça le problème, tu vois, c'est que Prost, c'est installé, tu vois. Complètement. Et du coup, à un moment où tu fais venir Piastri, je pense que Norris s'est accordé une légitimité à lui-même en voyant qu'il a dessoudé Daniel Ricciardo. Parce que il y a Norris-Sainz, ça fait jeu égal, ça se passe bien, etc. Et au moment où Ricciardo arrive, je me souviens, j'ai regardé la présentation de la monoplace et Norris, il fait une déclaration qui est assez... mais il change de ton. Hein. Exactement. C'est plus le petit Jean Blaguin, le mec qui fait des petites facéties. Vous vous souvenez, quand on annonce la signature de Ricciardo chez McLaren, on n'arrête pas de se dire ça va être le McLaren Comedy Club. Ça va être le McLaren Comedy Club aussi. Moi, je connais quelqu'un qui était même allé un peu plus loin sur le... Oui. Je veux une histoire de couple. Mais... On nous avait raconté à l'époque. C'est pas le sujet. Mais du coup, il change de ton et... il fait clairement comprendre avec ses mots, évidemment pas français Ricciardo, mais ça se sent comme pas possible que, alors oui, Ricciardo, qui que ce soit, machin chouette, comme dirait Makelele, bas les reins pour la monétisation YouTube. Mais en gros, il explique qu'il est là pour le tuer et basta. Et il le tue. Alors après, est-ce que Ricciardo était à 100% de ce qu'a été Ricciardo, ça c'est autre chose. Sur le moment, c'est une valeur référence. Et sur le moment, quand Norris domine Ricciardo, on se dit quand même. Ça augmente la cote de Norris, on est bien d'accord. Au moment où Piastri arrive, il a beau avoir gagné la F2 et la F3, ça reste un rookie qui signe dans une McLaren qui est en milieu de tableau. À ce moment-là, Oscar Piastri a une cote
élevée, mais une cote élevée de pilote champion F2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la cote de Norris. Prospect. Voilà. Et très attendu après le cirque alpine. Complètement. Oui, Avec parce beaucoup qu'on de pression. On rappelle qu'il a Avec beaucoup de refusé un pression. contrat garanti en F1 pour, à l'époque, quelque chose qui n'était pas encore fait chez McLaren. oui, c'est-à-dire que on accepte toujours l'arrogance si elle est assumée dans les performances. Et du coup, je pense qu'il y a un écart entre la perception que Norris a eu de lui-même et qu'on a eu de Norris vis-à-vis de son évolution vis-à-vis de Sainz et Ricciardo par rapport à ce qu'apporte Piastri à l'heure actuelle, qui fait que ce statut de numéro 1 assuré de McLaren, c'est le leader, c'est le boss de McLaren, au final, il est possible d'être remis en question. Ah ouais, ou alors ça remet en perspective la performance d'Oscar Piastri, parce que c'est vrai que ce qu'on oublie de dire, mais qu'on vous a déjà dit depuis des années, c'est pourquoi Norris ratatine Ricciardo, parce que il est dans le simulateur depuis 2017-2018, que Au point où McLaren... Stat F1 dit qu'il a été coéquipier d'Alonso, je te rappelle. Oui, aux 24 heures de Daytona, notamment. Ah, ils avaient mis pour ça, je pensais que c'était sur McLaren en mode en fait, qu'ils pilote sont simu. coéquipiers. Ok. Et donc du coup, il est dans le simu, je crois, dès 2017 ou 2018. On prépare le nouveau projet McLaren avec justement Lando Norris en tête de gondole. On prépare aussi ce projet techniquement pour construire une voiture qui lui scie à merveille. Donc, il est impressionnant face à Carlos Sainz. Il ratatine Daniel Ricciardo. Mais c'est là qu'on voit que la performance, on va dire, de Piastri est extraordinaire. Vous avez vu cette image à l'arrivée du Grand Prix d'Azerbaïdjan où Norris passe dans le parc fermé et applaudit. Il salue chacun des coéquipiers, chacun des ingénieurs. On sent quand même que politiquement, il est en place dans cette équipe McLaren qui lui a tout Norris. donné. Lando Norris, depuis son arrivée. Et on sent que quand il va serrer la pince de tout le monde, le grand sourire, la tape dans le dos, c'est parce qu'aussi il y a la volonté de garder cette place de numéro 1 quelque Oui, part. mais parce que, encore une fois, Norris a montré des choses sublimes chez McLaren. Par exemple, je repense au Grand Prix d'Autriche 2020, je crois, où on se rappelle de l'état de McLaren à l'époque. Hein. Je sais plus je crois qu'il fait podium ou quatrième. Podium, Il fait podium. podium. C'est Oui, parce Covid. que C'est les deux premiers podiums. 2020. Ouais, c'est ça. ouais, il fait c'est podium. quand que Hamilton Autriche il a et une Styrie. pénale de 5 secondes et C'est qu'il la finit première devant lui. course, Autriche. Et après, Ah, t'as je crois que Styrie c'est la Autriche, semaine d'après. Mais je crois qu'il fait 2 podiums sur les 2 premières courses. Je sais non plus, oui, parce Je que c'est crois. la première fois qu'un Britannique autre qu'Hamilton est en tête du Exact. championnat depuis Button, C'est je vrai, crois, t'as raison. 2014 d'ailleurs, ou 2013, je sais plus. Mais en faisant ça, il en a fait des perfs incroyables. Mais encore une fois, c'était entre guillemets le crack au moment où McLaren ne jouait pas le titre. Maintenant que McLaren joue le titre, il y a peut-être dans les têtes pensantes de chez McLaren quelques fantômes du passé qui ressurgissent en mettant est-ce que Lando est une valeur 100% sûre pour amener la monoplace 100% du temps à son potentiel maximal. C'est peut-être ça le petit doute qu'il y a dans la tête des dirigeants de McLaren, surtout parce que ce doute-là, Oscar Piastri ne leur donne pas. Et encore une fois, hier, il y a un moment où attaquer, il attaque. Il est froid tout le reste de la course. Est-ce qu'à un moment, avec une Ferrari derrière lui, Charles Leclerc derrière lui, qui a peut-être encore une fois 150, 180, 200 Grands Prix, j'en sais rien, derrière lui, il fait une seule erreur dans les rues de Bakou? Non. Et puis, il défend bien, il se met à l'intérieur à chaque fois. Ça me rappelle Max Verstappen sur Lando Norris en Autriche, tiens. C'est vrai. Où en fait, il a compris qu'il y a un endroit qui est inattaquable, c'est ici, il se met à l'intérieur, et s'il ressort bien, il applique tout à la lettre parfaitement, c'est une partition. Norris a déjà montré que, en tête, comme ça, sous pression, il pouvait lâcher des trucs comme ça. Et encore une fois, on ne dit pas qu'il y a un écart de talent, mais il y a Non. certainement un écart de perception Et de maximum, entre guillemets, peut-être. Après, ça se trouve, Oscar Piastri est déjà à son maximum, on n'en sait rien. Ça se trouve, il a progressé super vite. Enfin, et on l'a dit sur le débrief qu'il y avait encore des choses à corriger. gestion de gomme. Voilà. Mais encore une fois, c'est logique quand tu viens des Complètement, catégories ça reste inférieures. un jeune. Tu mets du temps à développer ça, et même Charles Leclerc a mis du temps. Maintenant, il est un roi là-dedans. Mais bref, tout ça pour dire que je pense qu'en termes de talent pur, je suis pas sûr de rejoindre Jérém ou Hamza là-dessus, parce que Norris, pour moi, c'est un diamant quand il s'y met. Mais encore une fois, la gestion d'un titre mondial sur 24 courses, et surtout quand tu dois rattraper de façon minutieuse Max Verstappen, tu peux pas avoir de trou d'air. Et dans cette situation-là, Piastri... Alors après, il faut bien rappeler qu'en début de saison, il est moins là. Hein, il a eu un écart de rythme. Mais c'est l'apprentissage, il avait 20 courses. Peut-être que ce mec-là apporte plus de garanties, encore une fois, pour le futur. Et que tout a un cycle. Lando Norris, ça fait 5 ans. Il commence en 2018, c'est ça, hein 2019 chez McLaren. Ouais, 2019. C'est donc la 5e saison. 5e saison, c'est beaucoup pour un cycle. Peut-être qu'effectivement, McLaren commence à changer de braquet. Mais ça, bon, c'est de la supposition, mais qui pourrait expliquer
ce retard de prise de décision. on va dire. Permets-moi de te poser une question simple, Je te permets. question fermée. J'attends pas de justification, juste un oui ou un non. Yes, no Est-ce question. que tu considères aujourd'hui, Payes-tu tes impôts en au France? vu, au vu que, Non. au vu de la performance de la McLaren sur cette saison, es-tu satisfait de la saison de Lando Norris? Parce qu'il faudra pas attendre la fin de la saison pour en juger ce qu'on a là. On manque un peu de recul quand même, les gars. Tu peux noter une progression et tu peux noter des faiblesses. Alors, tu sais quoi, c'est pas si fermé que ça comme question parce que. Oui, mais justement. Parce que je sais qu'après, on est parti sur un nouveau débat. Mais c'est pour ça. tu sais que tu n'arriveras pas à me vendre des pièges comme ça. Non, mais c'est une vraie, moi, c'est une Oui, vraie interrogation. en fait, Moi, j'ai ma réponse. En fait, mais je sais que t'es pas satisfait. Mais. Oui, dans le sens. Dans ma perception d'avant de Lando Norris. Dans ma perception de. C'est un mec qui fait des coups d'éclat avec une monoplace qui est pas bonne. Maintenant que la monoplace est bonne, effectivement, je dois rehausser mon niveau d'exigence sur Lando Norris. Mais à l'heure actuelle, le fait qu'il gagne des courses alors que ça n'arrivait pas avant, le fait qu'il fasse des remontées comme il fait là. Mais le truc, c'est qu'effectivement, avec sa monoplace, normalement, il devrait faire ce que fait Verstappen à échelle de la monoplace. Normalement, Lando Norris, depuis qu'il a sa monoplace, il ne doit pas sortir du podium. À la rigueur 4ème, mais il ne doit pas sortir du podium. Là, il en sort. Là, quand Max Verstappen n'est pas là, parfois lui n'est pas là non plus, etc. Et je rappelle aussi qu'il fait, enfin, On parle de Max Lando Verstappen Norris- en face non, aussi. non, mais les gars, Lando hein, Norris- faut Mais oui, remettre mais c'est ça qu'il perspective, faut pour le hein. mettre. Ouais, non, mais Lando d'accord. Norris, il est aussi dans un processus d'apprentissage où c'est la première fois de sa carrière qu'il a une voiture gagnante et une voiture qui lui permet de lutter plus ou moins pour le titre mondial. Ce sera peut-être la dernière, mais aujourd'hui, en tout cas, il a cette voiture. Donc, c'est pour ça pourquoi, Et prochaine, il l'aura aussi. effectivement, oui, mais peut-être qu'il On luttera va pas s'y pour le pencher. titre mondial. On va s'y pencher justement sur 2025, année explosive pour McLaren. Très rapidement pour refermer, parce que là on est sur de la prédiction et sur de la projection. On sera en 2025 sur la fin de l'ère 2022, dernière année, et logiquement, au vu de la physionomie de cette deuxième partie 2024, on peut penser qu'en 2025, McLaren pourrait avoir l'avantage, en tout cas celui du matériel. Être à la lutte. Est-ce que ça peut être justement significatif d'une fracture inévitable si jamais il y avait une domination de la McLaren? C'est un argument que vous avez soulevé depuis déjà de nombreux mois. Norris peut-il résister à l'ascension de Piastri? Je crois que vous avez déjà commencé à répondre à cette question. Est-ce que ce duo peut vraiment s'installer au long terme chez McLaren? Parce que contractuellement, ils sont engagés, en tout cas à moyen terme, avec l'écurie Papaye. Et puis, une dernière question moi, qui m'intéresse, parce que c'est quelque chose qu'on a peut-être pas assez évoqué. Est-ce qu'aujourd'hui, le board de McLaren, Zak Brown et notamment cet homme, Andrea Stella, a les coups des franches, suffisamment de caractère pour justement gérer deux personnalités comme celle de Lando Norris et Oscar Piastri? Alors, ce sont deux personnalités qui ont de l'expérience, notamment Andrea Stella, surtout Andrea Stella. Maintenant, la gestion de cette année 2024, elle me laisse un peu perplexe. Ce sont quand même des hommes intelligents, brillants. Je pense qu'ils vont apprendre, j'espère qu'ils vont apprendre et qu'ils vont tirer les conclusions nécessaires en vue de 2025. Parce que McLaren a commis quand même des erreurs qui, à mes yeux, face à Verstappen, Red Bull, Verstappen, Verstappen seulement, mettez qui vous voulez, sont rédhibitoires. Sont rédhibitoires pour jouer en championnat. Maintenant, en 2025, on verra. Avantage McLaren, j'en ai pas la certitude. Avantage McLaren, t'as Ferrari, t'as Mercedes, t'as Red Bull évidemment. Je sais pas à quoi m'attendre pour 2025. Logiquement, ils devraient lutter sur le haut de tableau si la voiture est légale. Non mais c'est une vraie interrogation. Moi aujourd'hui, je me pose vraiment des questions sur cet aileron. J'aimerais encore une fois, je le redis. Comme je C'était disais, à Rennes que tu commentais ou c'était à Saint-Etienne pour aller te recharger en armurerie là? je disais le lundi. Lyonnais. Non, le FAMAS. Non, je sais, Mais je c'est sais. Saint-Etienne. Je disais juste contraire, j'en ai lundi hommage. que j'aimerais une explication. Voilà. Et que le jour où on aura cette explication et du coup que je comprendrai pourquoi cette voiture et cet aileron arrière est légal, fin du débat. Le procureur. Maintenant, non mais je veux comprendre, c'est tout. Je suis pas. Après sur Norris, sur Lando Norris, j'espère pour lui qu'il ne regrettera pas la gestion de cette saison 2024 par son écurie, qu'il ne sera pas l'année prochaine en numéro 2. Parce que je ne sais pas si lui contractuellement, enfin je ne sais pas non plus si Piastri, mais dans l'éventualité où Piastri, il y a une clause. Oui. Je ne sais pas si Norris de son côté, il y a une clause qui lui empêche du coup d'être le numéro 2. Enfin, ce serait cruel pour lui, mais c'est la chance de sa vie et je ne sais pas s'il en aura une autre. Et effectivement, McLaren aujourd'hui était dans une interrogation un peu globale, générale, où tu as une seule certitude, c'est qu'Oscar Piastri, tu peux compter sur lui. Maintenant, j'ai une incertitude sur Norris, j'ai une incertitude sur
Andrea Stella, Zach Brown, la manière dont ils ont géré cette saison. Je pense que c'est facilement corrigeable, mais encore faut-il le faire. Je suis d'accord avec Hamza que cette saison, si on voulait être clutch et piquer de façon parfaite, on a perdu des courses. On a perdu du temps pour, encore une fois, définir un cap clair. Maintenant, je vais faire mon F1 à la loupe. J'espère qu'il appréciera l'hommage. Cette semaine entre... C'est le moment où t'imites Asselineau, là, c'est ça? Je suis que des imitations politiques. Les 2 semaines entre Monza et Bakou, toute proportion gardée, bien évidemment, c'est du 4 février 1945 au 11 février 1945, à savoir la conférence de Yalta chez McLaren. On se met d'accord. On se partage le monde. On essaie de comprendre comment fonctionner pour arriver à nos fins et éliminer l'ennemi commun. Qu'on ne va pas citer sur YouTube à l'époque, mais qu'on peut citer sur YouTube cette année, à savoir Red Bull. Une fois que l'ennemi commun est éliminé, cette année, mettons, après ça, l'accord qui a été décidé entre les vainqueurs ne vaut plus. Et 2025, c'est 47. C'est les discours de Truman et je sais plus le ministre des Affaires étrangères de l'URSS à l'époque. Mais à partir du moment où on a gagné, à partir du moment où on a surpassé l'autre, si on remet tout en table rase et qu'on essaye maintenant de faire une course au développement, il n'y a plus les règles. On élimine l'ennemi commun, on se met d'accord pour battre l'ennemi commun et ensuite, ça sera la guerre. Et je vois pas comment on peut échapper, au vu de ce qui se passe cette saison, au vu du fait que McLaren, en tant que force dirigeante vis-à-vis de ses pilotes qui sont encore une fois des employés, bégayent sur les courses, mais laisse passer Lando, mais t'inquiète Oscar, on te rendra ça, mais Papaya Rules, elles sont un peu tendres. Ces rules. Après, il y a une certaine logique, les gars. Moi, je comprends qu'on tombe comme ça à la hache à chaque fois sur ce que certains auraient pu mieux faire. Savoir ce que tu veux. On l'a dit en débrief. Ça fait 10 ans que cette équipe n'a pas été en tête du classement des constructeurs. Elle revient de l'enfer. Andrea Stella le disait. Elle était dernière force au début 2022. C'est normal qu'il y ait une petite latence. Au 2023, t'as raison. C'est normal qu'il y ait une petite latence au moment, justement, d'élever son niveau de jeu. Oui, mais du coup, c'est pas, on est à la théorie de l'interrupteur. Mais que la latence intervient à mi-saison quand Max Verstappen a gagné 7 Grands Prix. La latence de Red Bull au moment où ils ont une voiture qui va battre Ferrari en 2022, au bout de 4 courses, c'est réglé. Là, il faut prendre une décision rapide et franche si tu veux jouer sur tous les tableaux. Tu vas peut-être pas y arriver. En attendant, ce qui est décidé cette année, en fait, les décisions de McLaren, elles sont court-termistes. On essaye de calmer tout le monde, Norris et Piastri, sur des décisions qui les désavantagent l'un et l'autre à un moment donné, pour au final une promesse. C'est une full liberté de vous exprimer et de devenir le numéro 1 en 2025. Donc, en gros, c'est calme-toi là, je te laisserai faire la guerre plus tard. En 2025, si la McLaren est bonne et peut dominer le championnat, Piastri et Norris, ça va se dégrader. C'est obligatoire. Parce que là, ils ont dû faire des concessions. Et des concessions, ça amène quoi? Une contrepartie. Et la contrepartie, tous les deux, ils la voient à un moment donné, c'est de pouvoir s'exprimer librement quand cette voiture sera forte sur un championnat complet. Et c'est ce qu'on leur promet, j'imagine. Donc, l'année prochaine, je ne vois pas comment ça peut bien se passer. Et c'est une bonne chose pour nous. C'est une très bonne chose pour nous. Si McLaren domine, bien sûr. Exactement. Les gars, rien à rajouter sur ce débat. Est-ce que tu as encore un appât à envoyer? Il t'en reste Ou le poisson a bien mordu déjà. Un truc sur Norris tout à l'heure. Non, c'est vrai. Juste avant. Non, mais je sais plus exactement ce que tu disais, mais concernant Lando Norris, le fait d'élever le niveau de jeu du côté de McLaren. Oui, voilà. Tu voulais faire un parallèle avec Norris. Que Norris n'élève pas son niveau de jeu en cours de saison quand c'est une première pour jouer un championnat, on peut l'entendre, on peut le comprendre. Maintenant, je m'attendais quand même à ce que ce soit carré chez Andrea Stella, chez le board de McLaren, et ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'est une première petite déception. Après, on verra sur la suite de... Tu trouves en 2024 que Norris n'a pas élevé... Alors, quand je te dis, peut-être qu'il n'a pas élevé son niveau de jeu au point auquel certains prétendent à la place à laquelle certains prétendent qui est la sienne, mais
il y a quand même une évolution un peu positive de la part de la gestion de Lando Norris. On insiste beaucoup sur les points négatifs. On est sorti quand même de Zandvoort où certes la McLaren avait une super performance, était la meilleure auto, mais où on a dit quand même du bien. J'ai entendu Brice Germain dire sur ce plateau que c'était la première fois qu'il voyait Lando Norris dans la gestion, en tout cas être aussi clutch. Il y a quand même des petites choses. Mais Hamza c'est pas Rahmani suffisant, m'a peut-être contredit en me disant que je n'ai pas vu Lando Norris faire ça 2, 3, 4 courses de Oui, suite. par la suite. Et il reste encore quelques grands prix quand même. Lui donne, oui, bien sûr, mais la réalité lui donne raison. En tout cas, il n'est pas en position à l'heure actuelle de force, comme par exemple à 4 grands prix de la fin, si il gagne ça, il est champion du monde. Là, à l'heure actuelle, il dépend certes de ses performances, mais aussi des contre-performances de Max Verstappen, parce que l'écart est encore trop grand. Donc c'est compliqué, et en même temps j'aimerais pas forcément jeter la pierre sur Stella tout le temps, parce que dès que Stella a pris une décision, le Grand Prix d'après, les circonstances de course l'ont contredit. On a cherché à avantager Norris et derrière c'est Piastri qui prend le lead au niveau des points dans l'écurie. À Monza on dit vous pouvez vous battre, mais du coup les circonstances font qu'ils sont 1 et 2 et à partir de là ils se battent, ça désavantage Norris. Et là on dit bah on t'avantage Lando, et au final c'est un Grand Prix où il faut avantager Piastri. Donc c'est difficile pour Stella aussi par rapport à ce qui se passe, parce qu'il n'y a effectivement pas une hiérarchie claire, et la seule hiérarchie qui existe aujourd'hui c'est celle des points, qui est d'ailleurs assez faible, mais parce qu'encore une fois on n'est pas dans la gestion d'un championnat, on est dans la gestion d'une remontée. Et du coup l'analyse se fait beaucoup plus froidement que dans l'impression. Pour autant, dans l'impression, encore une fois on l'a déjà dit et on le répète, l'avenir peut-être semble promis à Oscar Piastri. Un truc tout bête, mais pour revenir sur les rumeurs transfert du moment, Bortoleto chez Audi, paraît-il McLaren veut avoir une clause pour le récupérer. Eh bien, moi je peux l'entendre. Je peux l'entendre, parce que tu sais pas fin 2025 si tu peux. Donc Verstappen chez Aston Martin, Norris chez Red Bull et Piastri Bortoleto chez McLaren. C'est plié, terminé. Comme moi je vois les choses, Piastri est un pilote qui intéressera n'importe quelle écurie sur le marché. D'accord ? Norris est un pilote qui intéressera certaines écuries. Verstappen quitte Red Bull, je pense que Norris pourrait être une cible prioritaire pour Red Bull. Aston Martin, on ne sait pas lorsque Fernand prendra sa retraite ou lorsque Stroll sera évacué vers un autre programme. On nous dit après Berman. Pourquoi pas un Norris chez Aston, c'est quelque chose qui pour moi aurait du sens. Après pour le reste, Mercedes fait de la place pour Verstappen et serait capable de virer Russell pour récupérer Max Verstappen avec le petit Antonelli. Est-ce que Antonelli a une petite écurie aussi, c'est possible pour qu'il fasse ça? Oui, après je vois pas laquelle du coup. Si Williams demain a son duo et qu'il n'est plus l'écurie, enfin je vois pas chez qui tu pourrais. Ah mais Russell, Russell, je le disais il y a plusieurs mois, il est en danger mine de rien. Si Verstappen, Toto Wolff fera la place nécessaire pour Verstappen, est-ce qu'il fera la place nécessaire pour Norris s'il est sur le marché? Entre Norris et Russell, je pense c'est la différence entre la catégorisation des Verstappen, Alonso, Hamilton et le reste des très bons pilotes. Exactement. Toi, tu dois catégoriser dans un chapeau 2 les Leclerc, Russell, Norris, par exemple. Exactement. Et mettre Oscar Piastri dans une catégorie qui, à terme, à finition, à maturité, sera peut-être dans celle des Verstappen, Alonso, Hamilton. Donc, c'est pour ça que cette saison 2025, la gestion de McLaren sera extrêmement importante. Mais à terme, effectivement, pour moi, c'est voué, mais c'est l'histoire de la F1 qui nous l'a montré. C'est voué à exploser à partir du moment où tu as une écurie performante et une voiture dominante ou au moins qui lutte pour des victoires. Après, c'est l'ADN de McLaren, les gars, aussi. Tu parlais de Prost Senna tout à l'heure, Alonso Hamilton, Niki Lauda Prost même par le passé. C'est-à-dire que lorsqu'on a une voiture dominante chez McLaren, généralement on aime avoir aussi ce qui se fait de mieux en termes de pilotage et de laisser se battre en piste. Il y avait des champions du monde au volant, encore une fois. Non mais ça c'est une logique quand même qui nous échappe parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Depuis le départ de Nico Rosberg en 2016, on n'a plus jamais eu une logique où au sein de la même écurie, on va dire qu'il y avait la volonté d'avoir deux pilotes qui puissent se battre pour le championnat. J'ai entendu ce que t'as dit dans ta tête. Il a dit départ de Nico Rosberg, pas la fuite de Nico Rosberg. Oh, insupportable. Il est pénible. Il est vraiment pénible. Voilà les gars, en tout cas pour ce débat sur McLaren, vous nous dites ce que vous pensez. Il viendra jamais sur ce plateau lui. Vous dites, Nico, si tu regardes, réponds au DM de Manu. Exactement. En même temps, ça c'est dingue parce qu'en fait, j'ai appris la semaine dernière, ça c'est extraordinaire. On charriait un peu hors antenne Nico Rosberg et en fait on s'est rendu compte avec Hamza que chaque année on lui envoie j'ai envoyé déjà un DM. Au moins 2 ou 3 mails pour lui dire d'hypocrite. Viens mon copain, on a besoin de parler avec toi, on a beaucoup de choses à
exprimé. Bande Et d'hypocrites. J'étais mort Ça de rigole. rire. J'étais mort de rire en Ah apprenant non, moi ça. aussi je l'ai taillé, bah, c'est justement pour T'as avoir des écrit en DM explications. Hi Barbie? Non, 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 non. N'empêche, tu mets les pieds, hein, les gars, en tant que consultant. Non, mais il est absolument. C'est pour ça que j'adorais l'avoir dans l'épisode. Absolument. Il donne des leçons à comment diriger une équipe à Andrea Sella. Tu vois. Alors que monsieur a fait des vidéos YouTube. Bon, bah, prends une équipe dans ces cas-là. On fait pareil, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, on devrait bien s'entendre. Et nous, on a la légitimité que lui n'a pas. Mais bien sûr, bien sûr. Allez, Les amis, avant de se quitter, Fisher très rapidement, Simulator. je vous rappelle qu'on a un nouveau Pas commanditaire encore de qui commentaires. s'appelle NordVPN. NordVPN qui vous permet bien sûr de regarder justement les émissions de Nico Rosberg parce qu'il apparaît plus trop. Bah oui, quand il apparaît Ah oui, sur Sky d'accord, Sports. putain, fou. Quand il est sur Sky Sports F1 notamment, bah grâce Oui, mais il au est pas sur VPN. la F1 TV. Lui, il fait partie du Dispo Du Sky Sports. Dispo Sky Sports F1, exactement. Donc, Si faut être, jamais- faut être Faut au avoir le Royaume-Uni. Ou alors en France, mais tu fais appel à nos amis, mais Thomas va tout vous expliquer. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN qui soutient la chaîne, mais qui soutient surtout tous nos nouveaux projets et on en a énormément cette saison. On en profite pour vous montrer comment ça marche puisqu'on est déjà pas mal à l'utiliser dans l'équipe. Ça vous permet de masquer votre adresse IP et par exemple éviter de vous faire pirater. Mais ça permet surtout aux fans de sport, et c'est ça qui nous intéresse, d'accéder à des contenus qui sont normalement géobloqués. Pratique si vous êtes en vacances à l'étranger, si vous voulez voir des diffusions dispo qu'en France ou si vous voulez voir la F1 gratuitement en se connectant au serveur belge par exemple. Bon, vous savez qu'il n'y a pas que le sport dans la vie, même si je sais que toi t'aimes le sport si t'es là. Et on aime beaucoup d'autres choses, le ciné par exemple. En se connectant sur d'autres serveurs avec NordVPN, vous pouvez accéder à des films et des séries qu'on kiffe, qu'on a déjà vus ou qu'on veut découvrir et qui ne sont plus dispo sur les plateformes françaises. Il y a une énorme offre qui est dispo uniquement via notre lien. 4 mois offerts sur 2 ans d'abonnement. Et si vous n'êtes pas content du service, ils ont un principe de satisfait ou remboursé sur 30 jours, donc c'est tout bénef. Merci Thomas pour toutes ces informations et toutes ces indications. Et je vous rappelle que si vous voulez suivre, parce qu'il y a une saison de WEC absolument extraordinaire, les gars, je voulais prendre 2 secondes pour en parler parce qu'on a eu le tournant du championnat à Fuji et qu'on pourra avoir un Français champion du monde, monsieur Kevin Estre, avec la Porsche numéro 6. Pas besoin de VPN pour regarder le WEC, c'est gratuit sur la chaîne L'équipe Live. Avec parfois en plus Emmanuel Moine aux commentaires. Parfois ça. Et ça c'est Parfois, vraiment. Surtout. J'ai vu quand même un truc par rapport à NordVPN, Ouais. satisfait ou remboursé 30 jours. C'est pas le cas de toutes les boîtes. Andrea Stella est pas sûr d'être satisfait ou remboursé du choix qu'il a fait avec Lando Norris. Je C'est le dis vrai. non, franchement. C'est vrai. Mais méfiez-vous, les gars, le Grand Prix de Singapour arrive ce week-end et c'est ça qui est génial avec la Formule 1. C'est qu'à chaque course, on peut rouvrir des boîtes de Pandore et puis on peut être aussi également corrigé par les performances des uns et des autres. Et partir à la pêche. Voilà. C'est ce qu'on va faire dès le début de semaine prochaine. Merci les gars. C'était toujours un régal. Bon Grand Prix de Singapour. Je sais que c'est une course que vous appréciez particulièrement tous les deux. Tout à fait. Ouais. Et attention au boss pour Et la attention. Red Bull. Même si j'aime pas la nouvelle version. Rappelle-nous les Je changements. préférais l'ancienne version sous Ah oui, oui, la oui, tribune. Ah oui, Putain, d'accord. Excuse-moi, ouais, c'est vrai. Putain, j'étais là en mode, mais Exactement. quand Ouais, moi, il j'avais parle de la un triple truc. chicane qui a disparu en 2009. t'sais. Voilà les amis, vous nous dites ce que vous pensez de cette émission en commentaire et puis comme d'habitude, si vous voulez pas nous voir, vous pouvez nous écouter et je sais que vous êtes nombreux à le faire. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Bonne journée, bonne semaine messieurs, prenez de la force, on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme parce que vous êtes en pleine bourre dans cette dernière partie de l'année. Ouais, on va être bien. Ciao, ciao. Arrivederci. Arrivederci, ciao. Adios.